Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés. J'ai envie de comprendre. Arnaud Royson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés. Aujourd'hui, on va se pencher sur un mot qui revient beaucoup dans l'actualité ces derniers temps, le Mercosur, du nom de ce groupe de pays d'Amérique du Sud avec lesquels l'Union européenne est sur le point de conclure un accord de libre-échange. Alors, c'est quoi déjà un accord de libre-échange ? Que contient celui qui est en négociation avec le Mercosur ? Et pourquoi inquiète-t-il tant les agriculteurs, mais plus largement une bonne partie de la société civile chez nous ? Eh bien, on va tenter d'y voir clair. La première, les clés. Rond-point Schuman, mercredi 13 novembre, des tracteurs convergent vers le pied du siège de la Commission européenne. Une nouvelle fois, des agriculteurs viennent crier leur inquiétude face aux choix politiques de l'Union. Et dans leurs mots, on sent beaucoup de colère et d'émotion. Nous, les agriculteurs, quand on voit dans les ronds-points que les jeunes ont été mettre des pendus, vous voyez que la colère monte. Et dans moins d'un mois, nous serons peut-être aux frontières, parce qu'à un certain moment, il faut que l'Europe comprenne. C'est un avertissement. Bien plus qu'un avertissement. Arrêtons de se foutre de la gueule, excusez-moi de le dire comme ça, des agriculteurs. Ce qui est en question cette fois, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne d'une part et les pays du Mercosur d'autre part, c'est-à-dire l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. L'accord en question vise à abaisser, voire à supprimer des barrières douanières pour doper le commerce entre ces pays et l'Union. Demain, en cas d'accord, l'Europe pourrait trouver comme cela un vaste marché pour écouler certains de ses produits industriels, comme des voitures notamment, vendre ses services aussi, là où les pays sud-américains, eux, pourraient vendre en Europe beaucoup plus facilement leur viande bovine ou encore leur sucre. Mais voilà, c'est précisément ça qui inquiète les agriculteurs, qui estiment qu'ils sont sacrifiés sur l'autel du développement commercial d'autres secteurs. Il n'y a rien à sauver dans ce texte, pour l'agriculture en tout cas, puisqu'on sait bien que cet accord va être signé s'il est au bénéfice d'autres secteurs que l'agriculture. Pour l'agriculture, c'est une catastrophe, hein. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et la catastrophe que redoutent en particulier les agriculteurs wallons, c'est d'être assaillis demain par la concurrence de produits agricoles moins chers et soumis à bien moins de règles que ne le sont aujourd'hui les produits européens. Nous, on produit plus blanc que blanc en Belgique. Là-bas, il n'y a aucune traçabilité. La viande là-bas va revenir bien meilleur marché que par ici, au détriment de la santé de tous les Européens. Là, je pense que si on est encore submergé par ces viandes là, qui viennent du Mercosur, je pense qu'on pourra arrêter l'élevage et il n'y aura plus d'élevage en Europe. Aux côtés des agriculteurs interrogés ce matin-là par Martin Biltereis, il y avait aussi quelques eurodéputés, mais pas tous, loin de là. Il faut dire que de nombreux pays de l'Union soutiennent plutôt cet accord de libre-échange et estiment que l'Europe a plus à gagner qu'à y perdre. Écoutez à ce sujet l'eurodéputé socialiste Javier Moreno Sánchez, qui répondait aux questions d'Euronews. Pour lui, cet accord avec le Mercosur, c'est une opportunité en or pour les Européens. On ouvrirait le plus grand marché, plus de 700 millions de personnes, dans lesquelles nos entreprises, même nos agriculteurs, nos fournisseurs de services auraient des opportunités. Il faut penser à ça, c'est que vu le contexte géopolitique actuel avec l'invasion de Poutine en Ukraine, avec les Chinois qui veulent tous les marchés, avec les élections américaines qui viennent d'avoir lieu, il faut qu'on pense à diversifier un petit peu nos partenaires. Alors, qui pourrait gagner et qui risque de perdre en cas de conclusion d'un tel accord ? Quelles conséquences aussi sur le plan sanitaire, social et environnemental si l'on favorise l'arrivée chez nous de produits qui ne respectent pas les mêmes normes qu'en Europe ?
Eh bien, c'est tout cela que nous allons explorer à présent. Et avec nous pour cela, il y a en studio Laura Verreck. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de recherche sur le commerce international au CNCD 11-11-11. Vous donnez aussi un cours sur la politique commerciale de l'Union européenne à l'Université catholique de Lille. Alors, on a envie avec vous de repartir d'abord des bases et peut-être même de laisser un peu le Mercosur sur le côté dans un premier temps pour revenir à ces fameux accords de libre-échange. Ce n'est pas le premier dont on parle dans l'actualité ici chez nous en Belgique ces dernières années. Rappelez-nous d'abord, c'est quoi le principe en fait d'un accord de libre-échange ? Quel est le but des États quand ils décident de se mettre ensemble et de signer de tels accords ? Mais déjà, on peut prendre par exemple l'exemple de l'Union européenne. Donc si vous faites par exemple des pommes de terre en Belgique et que vous allez les exporter en Allemagne, vous n'allez pas payer de taxes, donc pas de ce qu'on appelle des barrières douanières, et vous n'allez pas avoir plusieurs formulaires à remplir pour justifier de la façon que vous avez produit. Donc ça, c'est un marché plutôt libre. Si vous êtes producteur en Belgique de pommes de terre et que vous voulez exporter à l'étranger, là, on risque de vous demander de remplir beaucoup plus de formulaires, puisqu'il y a des différences de législation, et on risque de vous demander des taxes à l'exportation ou à l'importation. En fait, le traité de libre-échange, ce qu'il va essayer de faire, c'est de diminuer ces taxes et de diminuer ces formulaires et ces différences de règles. Donc c'est ce qu'on fait avec un traité de libre-échange. Jusque les années 90, c'était des conversations qui avaient lieu au niveau international à l'Organisation mondiale du commerce. À partir des années 90, il y a des pays émergents, notamment le Brésil, mais aussi l'Inde ou l'Afrique du Sud, qui estiment que les négociations internationales du commerce ne leur bénéficient pas, et donc ils vont bloquer un certain nombre de négociations. Et donc ce que vont faire les grands pays exportateurs, que sont les États-Unis et l'Union européenne, c'est de conclure des accords qui vont être bilatéraux. Les États-Unis vont faire un accord avec le Canada et le Mexique, et l'Union européenne va commencer à aller chercher à ouvrir des marchés dans des régions un peu partout dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on a eu, à partir des années 90, les débuts des négociations entre l'Union européenne et le Mercosur. Alors vous dites bien négociations, ce sont des espèces de partenariats bilatéraux ici entre l'Union européenne et le Mercosur. On va y venir dans un instant, mais on en a parlé à l'occasion du CETA aussi pour le Canada. Qui dit négociation dit le fait que les deux doivent s'y retrouver. Donc j'imagine qu'il y a l'idée au départ d'un win-win, de se dire moi je sais que j'ai des choses que je veux pouvoir aller vendre chez vous, mais je dois accepter alors l'idée que vous puissiez venir vendre des produits à vous chez nous. Exactement. On parle de produits. Donc c'est un peu un troc, c'est-à-dire je vais exporter plus de produits au Canada, mais le Canada va aussi exporter plus de produits en Union européenne. Donc c'est vraiment cette négociation. On parle aussi de services, il ne faut pas oublier qu'on est aussi sur des négociations où est-ce que je vais pouvoir ouvrir une banque française au Canada? Est-ce que je vais pouvoir alimenter les hôpitaux du Canada? Donc il y a aussi le volet service. Mais on est vraiment dans un troc. Je vais gagner un marché à l'extérieur, donc je vais perdre aussi du marché chez moi. Avec aussi des questions du genre, est-ce que je vais pouvoir, en tout cas les entreprises qui viennent d'Europe, vont pouvoir aller postuler pour des marchés publics là-bas? Ça va jusque-là dans l'intégration qui commence à ressembler alors avec ces pays-là à ce que peuvent ressembler les échanges commerciaux en interne à l'Union européenne alors? Exactement. C'est la Sodexo qui va vouloir fournir la nourriture dans un hôpital à Ottawa, ou c'est nos assurances qui vont pouvoir fournir des services d'assurance aux Canadiens. Donc il y a aussi ce volet service, tout à fait. Ça ressemble assez fort à un marché commun comme on le connaît en Union européenne, sauf qu'il y a une grande différence, c'est qu'en Union européenne, on a un Parlement qui va donner un socle législatif commun. Et donc ces échanges sont basés sur un socle législatif commun. La différence avec le Canada, où ces échanges sont basés sur des législations qui sont différentes. Et si on veut les harmoniser, alors ça pose la question de démocratique. Comment on décide d'harmoniser? Et surtout, est-ce que c'est vers le haut ou vers le bas? Et là, nous voilà déjà au cœur des questions qui se posent avec le Mercosur. Mais arrêtons-nous maintenant sur justement l'aspect Mercosur. Alors, Mercosur, ça vient de l'espagnol, hein, ça veut dire marché commun du Sud, Mercado Común del Sur. C'est pour ça qu'en contractant tout ça, ça fait Mercosur. Et je le disais tout à l'heure, on y trouve l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Je disais que ces 5 pays d'Amérique du Sud ensemble représentent à peu près 80% du PIB de l'Amérique du Sud. Donc, pour les Européens, parvenir à nouer un accord de libre-échange avec ces pays-là, c'est potentiellement s'ouvrir un marché très important.
Oui, surtout que c'est un marché qui est quand même encore assez protégé. Donc notamment le Brésil, pendant les périodes de Lula, va chercher à se développer en essayant de limiter les importations pour faire grossir ses entreprises nationales et son agriculture au niveau national. Donc c'est un marché où on parle encore de grandes barrières tarifaires, donc de grandes taxes à l'importation ou l'exportation. Donc il y avait l'idée pour Lula de fermer plutôt son marché pour pouvoir développer ses entreprises. Ici, avec un accord comme celui-là, s'il est signé, les portes s'ouvriraient pour les Européens, mais pas seulement au Brésil, dans les autres pays aussi. Alors c'est un accord, quand on lit les critiques qui en sont faites, ou les résumés parfois en quelques mots de cet accord, certains le présentent comme un accord des vaches contre des voitures, en l'occurrence des voitures européennes contre des vaches d'Amérique du Sud. Est-ce que c'est caricatural ou c'est un peu ça qui est en jeu dans cet accord avec le Mercosur ? Mais comme on le disait au début de l'émission, c'est un troc. Donc on va accepter d'exporter plus de choses vers les 4 pays du Mercosur pour en recevoir plus sur nos marchés. Donc oui, il y a un troc viande bovine contre voiture, mais pas que. Il y a aussi des exportations de pharmaceutiques, de pesticides, de produits chimiques qui vont aussi augmenter envers les pays du Mercosur. Et donc c'est bien 5 pays dans le Mercosur, mais l'accord a été plus ou moins finalisé avant que la Bolivie rentre, donc l'accord couvre encore que 4 pays. Et de ces 4 pays-là, nous allons recevoir de la viande bovine, du sucre, du poulet, des jus de citron et autres. Donc nous allons aussi recevoir. Donc c'est pas totalement caricatural, ça simplifie la liste des trocs, si vous voulez, mais c'est bien ça dont on parle, c'est un troc. C'est peut-être les 2 produits les plus symboliques, la viande bovine qui nous viendrait du Brésil ou d'Argentine, et les voitures françaises ou allemandes qui pourraient partir là-bas plus facilement demain dans le cadre de cet accord de libre-échange. Est-ce que, alors, d'après vous, les agriculteurs qu'on a entendus ici au début de cette émission ont raison d'être inquiets par rapport à une sorte d'avalanche qu'ils semblent redouter de produits qui pourraient être moins chers et en plus des produits qui ne respecteraient pas les mêmes normes que ceux qui sont imposés aux Européens? Alors, on parle par exemple, pour la viande bovine, de 99 000 tonnes de viande bovine qui arriverait sur le marché européen. Si vous écoutez la Commission, on vous dit finalement c'est très peu par rapport à tout ce que l'on produit comme viande bovine sur le marché européen. Certes, c'est peu, mais il faut penser à plusieurs choses. La première chose, c'est que les exportations de viande bovine qui vont partir du Mercosur et qui vont arriver sur le marché européen, c'est de la viande bovine de très bonne qualité. Et pour les éleveurs belges notamment, c'est la partie de la viande bovine qu'ils vont pouvoir vendre et gagner de l'argent avec. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre dans les supermarchés belges de la viande qui est peut-être une des seules et dernières viandes sur lesquelles les éleveurs belges font encore beaucoup d'argent, enfin en tout cas assez d'argent pour vivre. Donc c'est de la viande de qualité, donc ça déjà ça pose question. Ensuite c'est de la viande qui est produite en effet dans des énormes fermes où on peut utiliser beaucoup de produits, notamment des hormones de croissance, et où les travailleurs agricoles ne sont pas du tout rémunérés comme nous le sommes en Belgique. Et donc bien entendu cette viande elle arrive et elle est moins chère. Et de plus, cette viande, elle est faite dans des grandes étendues de terre qui parfois ont été déforestées pour pouvoir ensuite mettre de la viande ou du soja qui va permettre de nourrir la viande. Donc on a aussi une grande déforestation qui va être accrue avec l'augmentation de l'exportation de viande bovine. Donc oui, ils ont raison d'avoir peur. En plus de ça, récemment, il y a eu des vétérinaires européens qui se sont rendus au Brésil en juin. Et eux-mêmes, après avoir observé la façon dont la viande était élevée, on remarquait qu'on ne pouvait pas garantir qu'il n'y ait pas d'hormones de croissance dans la viande qui arrive déjà sur les marchés européens. Donc déjà aujourd'hui, c'est difficile de dire que les règles qu'on a mises en place entre ces 4 pays et nous sont respectées. Donc je comprends la colère des agriculteurs de se dire, alors si on leur demande déjà des choses aujourd'hui qui ne sont pas respectées, comment va-t-on garantir qu'elles soient respectées quand on importera plus ? Et puis il y a toute cette idée que avec le CETA, donc l'accord avec le Canada, et aujourd'hui avec le Mercosur, on fait de l'agriculture une monnaie d'échange. Et demain, si l'Union européenne veut aller négocier avec l'Australie, elle va aussi certainement offrir un marché à l'Australie. Et donc l'accumulation de ces différents traités fait qu'au final, on va fragiliser énormément les filières agricoles et d'élevage ici en Belgique et en Europe. Ce qui est quand même important à préciser, c'est que
tous les agriculteurs ne sont pas sur la même longueur d'onde au niveau européen. Là, on a entendu beaucoup d'agriculteurs wallons qui, là, eux, sont assez alignés sur le problème que ça pourrait constituer pour eux. Mais on peut pointer aussi le fait que dans cet accord, il y aurait la protection de toute une série de dénominations géographiques protégées pour du vin, par exemple, pour certains types de fromages, par exemple, je sais pas moi, le camembert, le reblochon, etc., qui, eux, pourraient être exportés là-bas avec la protection même du label qui fait qu'on ne pourrait pas fabriquer les mêmes fromages demain, du coup, dans les pays du Mercosur. Pour ces agriculteurs-là, par exemple, ça peut être une opportunité. Donc, tous ne sont pas non plus vent debout au sein de l'Union européenne contre cet accord. Oui, exactement. Et vous avez entendu un député espagnol qui, lui, va espérer certainement que des agriculteurs puissent exporter plus de jamón serrano. En France, on imaginera plus de comté, etc. Donc oui, tout à fait. Il y a aussi tout ce qui est céréalier. Donc dans un pays comme la France ou ailleurs, quand vous avez des grandes plaines céréalières, oui, là, vous allez augmenter vos exportations. Après, le souci, je pense que c'est toute une question sur quel type d'agriculture on veut. C'est-à-dire que là, on a soit des produits à forte valeur ajoutée ou une agriculture hyper productive. Et alors, du coup, ce que ça veut dire, c'est est-ce qu'on va prendre le choix de nous aussi faire un élevage hyper productif en Belgique et ailleurs. Mais si on fait un élevage hyper productif pour être compétitif, alors on va avoir du mal à avoir une transition agroécologique. Et c'est ça, en fait, le manque de cohérence aussi que dénoncent les agriculteurs. C'est-à-dire demander à faire plus attention à l'eau, aux pesticides, aux engrais, etc., aux agriculteurs. Et en même temps, les mettre en compétition avec une agriculture hyper productiviste comme celle du Mercosur, c'est totalement incohérent. Bon, mais là, on arrive à un point vraiment important qui est, comme vous le dites, que les règles ne sont pas les mêmes là-bas, les règles sanitaires, les règles environnementales, les règles dans le respect, par exemple, des ressources en eau, dans les médicaments qu'on peut ou pas donner, par exemple, au bétail, etc. Alors, ce que certains disent, et notamment du côté du gouvernement wallon, c'est de dire ce qu'on devrait demander, c'est d'avoir des clauses miroirs. C'est-à-dire que s'ils veulent importer leurs produits chez nous, alors ils doivent respecter les mêmes règles que celles qui sont d'application pour les agriculteurs européens. Est-ce que ça, c'est une possibilité, selon vous, Laura Verret, que dans la dernière ligne droite de cet accord, on puisse aller vers l'installation de ces clauses miroirs ? Alors, pour le moment, il y a déjà une clause miroir dans l'accord, c'est sur les œufs. En demander pour la viande bovine et autres, c'est possible. C'est-à-dire que le négociateur européen peut aller demander aux négociateurs du Mercosur, on veut des clauses miroirs. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est pas du tout quelque chose que les négociateurs du Mercosur veulent entendre. Parce que pour eux, c'est un côté hyper paternaliste d'avoir des Européens qui viennent leur dire comment ils devraient produire chez eux. Donc, voilà. En plus, les clauses, elles n'auraient aussi lieu que entre l'Union européenne et le Mercosur. On pourrait aussi réfléchir à des mesures miroirs, c'est-à-dire que toute importation dans l'Union européenne devrait respecter certaines règles sanitaires. Et sinon, les gens du Mercosur se diraient pourquoi est-ce que nous on est punis, pourquoi est-ce qu'on doit respecter des règles que vous n'imposez pas forcément à d'autres produits, d'autres pays qui rentrent sur votre territoire. Exactement. Mais dans ce cas-là, il faudrait aussi qu'on soit cohérent. C'est-à-dire que si on interdit certains produits sur le marché européen, il faut que nous-mêmes on n'exporte plus des produits qui sont interdits chez nous. Parce qu'on exporte encore des pesticides qui sont interdits chez nous, notamment vers le Mercosur, on va continuer à exporter ces produits. Donc c'est à nous-mêmes aussi d'être cohérents pour pouvoir ensuite imposer ça aux pays qui viendraient importer chez nous. Le cas des pesticides, d'ailleurs, il est particulièrement interpellant, je trouve. C'est l'idée qu'on pourrait exporter demain plus facilement vers le Mercosur des pesticides qui pour certains sont interdits aujourd'hui sur le territoire de l'Union européenne, ces mêmes pesticides qui pourraient se retrouver utilisés dans les cultures au niveau du Mercosur, et les produits du Mercosur pourraient arriver quand même dans notre assiette ou dans la nourriture du bétail demain avec les pesticides utilisés qui sont pourtant interdits chez nous en Europe. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ressemble à une forme d'hypocrisie quand même de l'Union européenne dans un cas comme celui-là. Oui, exactement. Et c'est pour ça que c'est un pays comme l'Allemagne aussi qui pousse pour cet accord. C'est pas uniquement pour les voitures, c'est aussi pour tout ce qui est exportation de pesticides. Et on l'a vu dans les citrons verts, par exemple. On peut retrouver aujourd'hui dans nos supermarchés des citrons verts avec des pesticides interdits chez nous par cet effet boomerang. Comme on les a exportés, on les retrouve après dans nos assiettes. Mais donc, si j'ai bien compris, pour vous, l'idée qu'on puisse aller vers des clauses miroirs, ça paraît compliqué déjà parce que tous les pays européens ne les demandent pas. La France, la Wallonie voudraient le demander, mais il y a plein d'autres pays qui estiment que ce n'est pas nécessaire. Et puis surtout, c'est difficile à avaler pour les pays du Mercosur. Et puis il y a le fait aussi, on va entendre Hugues Fallis, agriculteur de la FUGEA, que les agriculteurs eux-mêmes n'y croient pas vraiment à ces clauses miroirs. Je vous propose de l'entendre.
On voit que le gouvernement brésilien vient de reconnaître qu'il était incapable de garantir que la viande exportée vers l'Europe serait indemne de traitement aux hormones. On sait très bien qu'au port d'Anvers arrive déjà depuis pas mal de temps de la viande sud-américaine qui est finalement estampillée production européenne parce qu'on n'est pas à l'abri de la corruption. En fait, l'Europe n'a pas les moyens d'instaurer ces clauses miroirs et surtout de les contrôler. Donc on n'en veut pas tout simplement. Alors, Averek, il a raison, Hugues Fallis, c'est difficile pour l'Europe, quand bien même elle installerait ces clauses miroirs, d'en contrôler l'application. On ne peut pas envoyer des inspecteurs voir ce qui se passe, évidemment, dans les fermes en Argentine ou au Brésil. Et puis, c'est difficile d'inspecter les produits toujours à l'arrivée pour voir si on a respecté les règles en amont. En effet, on voit qu'il y a quand même pas tant de contrôles douaniers que cela, et que surtout l'accord va aussi limiter ces contrôles douaniers. Et en plus de ça, on sait que lorsque les vétérinaires européens vont au Brésil, dans le cas donc, qui a été cité, il y a d'abord une lettre diplomatique qui est envoyée. Lorsqu'ils arrivent, tout le monde dans les abattoirs et dans les fermes sont prévenus. Donc c'est des contrôles qui sont faibles et qui ne sont pas forcément, qui sont très contrôlés. Et non, bien entendu, ça ne sera pas forcément facile de faire respecter. Après, je pense que c'est peut-être ça la différence avec les mesures miroirs. On peut tout de même politiquement en Europe décider que ça fait partie de notre politique commerciale et mettre les moyens politiques, financiers pour augmenter ces contrôles. Et pour l'appliquer alors à tout le monde, à tous les produits qui rentreraient dans l'Union européenne. S'ils veulent pouvoir y entrer demain, on pourrait dire, oui, alors ils doivent respecter telles règles au niveau sanitaire, au niveau environnemental. Manière aussi de faire un peu monter en gamme le reste des pays de la planète avec qui on est en échange. Exactement. Et moyen aussi de s'assurer que les consommateurs européens mangent de la viande et des légumes sains. Alors on va s'intéresser maintenant quelques instants à comment ces accords sont vus dans les pays du Mercosur, parce qu'ici on a beaucoup parlé du regard que nous en Europe on peut porter là-dessus, mais Sarah Pousset a essayé de savoir comment était vu au Brésil, en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, justement cet accord qui est en passe d'être signé. En Amérique latine, l'accord du Mercosur a ses partisans comme ses opposants. C'est un peu comme chez nous, mais avec un effet miroir. Si les agriculteurs s'inquiètent et l'industrie européenne se réjouit, eh bien c'est tout l'inverse dans les pays du Mercosur. En Argentine, par exemple, l'agriculture et la viande bovine représentent déjà plus de 60% des exportations vers l'Union européenne. La tendance va donc s'accroître et les agriculteurs y voient une multitude de possibilités, notamment dans d'autres secteurs comme des produits régionaux ou d'autres types d'élevage. L'industrie brésilienne, elle, en revanche, s'inquiète. Le secteur est mal en point. Le président Lula a d'ailleurs prévu près de 50 milliards d'euros d'investissement pour redresser le monde industriel brésilien. Or, l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur prévoit la fin des taxes douanières, mais aussi l'ouverture des marchés publics brésiliens aux entreprises européennes. C'est donc un nouveau coup dur pour l'industrie brésilienne. L'arrivée des produits européens dans les secteurs de l'automobile, de la métallurgie ou encore des industries chimiques et pharmaceutiques entraînera des pertes supplémentaires. Pourtant, le président brésilien espère un accord rapidement. Pour la première fois, je suis optimiste que nous conclurons cet accord plus tard cette année. Je suis tellement optimiste que je dis même que ce sera cette année. Globalement, on constate quand même que cet accord aura un impact moindre par rapport à celui espéré il y a déjà plus de 20 ans. Comme les négociations ont pris des années, les pays du Mercosur ont conclu des accords avec d'autres pays. Au Brésil, par exemple, les exportations vers l'Europe ont été divisées par 3 au profit de la Chine. L'Institut brésilien de recherche économique appliquée projette que l'accord avec l'Union européenne n'augmentera donc la production brésilienne que de 2% en 20 ans. Plus largement, au-delà d'une croissance directe, l'Argentine espère, elle, que cet accord attirera davantage d'investisseurs étrangers. Oui, on voit un petit peu cet effet à front renversé. Ici, c'est plutôt les industries qui sont contentes, les agriculteurs qui sont inquiets. Et on voit que dans ces pays-là, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se jouer. Un mot alors sur ce qui pourrait se passer maintenant dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on va aller vers l'adoption de cet accord à partir du fait qu'il y a quand même une large majorité des pays européens qui y sont favorables? Ou bien est-ce qu'on pourrait se retrouver avec ce qu'on avait connu avec le CETA et une série d'États, voire de régions, comme la région wallonne, qui s'y opposent, qui font le forcing et qui retardent la mise en place d'un accord comme celui-là, Laura Verrick?
Alors, ce qu'on avait avec le CETA, c'est qu'on avait un accord qui, lorsqu'il a été présenté par la Commission aux États membres, nécessitait l'unanimité. Et donc, quand la Belgique n'a pas pu se prononcer, elle a bloqué le processus de ratification européen. Ce qu'on a avec cet accord, c'est un petit peu différent. À la base, cet accord, déjà, il date de 99, et c'est ce qu'on appelle un accord d'association. Donc, il a un volet commercial, un volet politique et un volet de coopération. Si l'Union européenne finalise dans les prochaines semaines cet accord et qu'elle le présente comme un accord d'association aux États membres, alors la Belgique qui s'abstiendra pourrait bloquer et la France qui dirait non. Mais si la Commission européenne décide de couper cet accord et de montrer uniquement un accord de commerce aux États membres, alors là, même si la Belgique s'abstient et que la France dit non, on n'aura pas de minorité bloquante et donc l'accord passera au niveau du Conseil. Ensuite, il sera signé et puis il sera voté au Parlement européen et c'est tout. Donc récemment, on a eu une résolution au Parlement wallon qui justement réitérait l'opposition contre cet accord en l'état, mais le Parlement wallon ne serait pas justement sollicité si l'accord est scindé. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de cette scission de l'accord, puisqu'elle change les règles d'approbation par les États membres. Ça veut dire que quand c'est purement les enjeux commerciaux, l'Europe est compétente en tant qu'Union européenne et donc ça ne doit pas passer par l'approbation de chacun des États membres, tandis que ce n'est pas le cas pour l'accord d'association. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que dans l'accord d'association, qui ici pour le moment reste encore groupé avec cet accord commercial, pourquoi est-ce que là, les États doivent se prononcer tous individuellement et que donc il faut l'unanimité ? Dans l'accord d'association, vous êtes sur un volet diplomatique et relations internationales qui n'est pas la même façon d'être approuvé que si vous êtes juste dans un volet commercial. C'est deux façons différentes selon les traités européens de demander l'approbation des États membres. Alors, il nous reste un point à aborder encore, c'est l'inquiétude par rapport à la déforestation. On a déjà parlé dans les clés d'ailleurs de la déforestation de la forêt amazonienne notamment. Pourquoi est-ce qu'on craint, avec un accord comme celui-là, que ça accélère, que ça augmente la déforestation de cette forêt dont on sait qu'elle n'est pas seulement un enjeu important pour le Brésil ou les pays environnants, mais pour l'ensemble de la planète ? Parce que exporter plus de sucre, plus de bœuf, c'est continuer à cette agriculture intensive que l'on voit au Brésil et ailleurs. Et cette agriculture intensive, elle accapare de plus en plus de terres, notamment dans la forêt amazonienne. Et donc, on a peur de voir augmenter l'accaparement de terres, des feux aussi, pour que en fait, les forêts soient transformées en énormes champs. Et ça, on dit c'est la société civile belge, mais c'est aussi un rapport qui a été commandé par le gouvernement français. Ce rapport Ambec indique que les 6 premières années de l'accord, on verrait entre 5 et 25% plus de déforestation au Brésil notamment. Et surtout, il y a une loi européenne contre la déforestation qui justement essaie de limiter l'importation de produits issus de la déforestation. Et on voit qu'aujourd'hui, elle est reculée, affaiblie, et notamment par les pressions de pays comme le Brésil ou les États-Unis. Et ce point, sur la déforestation, cela reste un nœud dans la dernière ligne droite de la conclusion de l'accord, puisque parmi les points qui restent à trancher, l'Union européenne demande aux pays du Mercosur des engagements sur la déforestation justement et sur le climat, tandis que le Brésil, de son côté, demande notamment à pouvoir protéger ses industries jugées stratégiques comme l'automobile. Alors, l'accord va-t-il tomber d'ici la fin de l'année ? Sera-t-il scindé, ce qui empêcherait de facto des pays comme la France ou une région comme la Wallonie qui y sont opposés de le bloquer ? Tout va se jouer dans les prochaines semaines. Merci en tout cas à Laura Verreek de nous avoir éclairé sur le contenu de cet accord de libre-échange en négociation. Merci à Bawandine pour la réalisation sonore. À la préparation de cet épisode, il y avait Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Merci d'être fidèles aux clés. Et si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le diffuser, à le partager autour de vous.